Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue au dernier atelier Medical Mind de cette série qui a été organisée afin de permettre l'orientation des étudiants en médecine, principalement dans la faculté de médecine de Yaoundé. Donc, je crois, le 6 juin, nous avons commencé par vous parler de la recherche en médecine, puis de l'entrepreneuriat des ONG. Donc, nous allons continuer aujourd'hui et terminer en vous parlant des spécialisations au Cameroun. Et moi, je suis le docteur Idriss Sayem. J'ai terminé en médecine à la faculté comme vous. Et présentement, je suis doctorant PhD à la Sorbonne, à Sorbonne Université à Paris. Et vous allez entendre parler plusieurs de vos aînés qui sont sortis de la faculté de médecine également, comme vous allez le faire, et qui ont beaucoup à vous dire par rapport à la spécialité au Cameroun. Et je vous prie surtout d'être attentifs, déjà de nous pardonner pour le retard, parce il y a déjà 15 minutes de retard, et d'être, comme j'ai dit, très attentif, parce qu'au Cameroun, il y a des bonnes choses, et ça serait intéressant de passer à côté. Donc, nous allons écouter, premièrement, le docteur Minka, qui va vous parler de la pédiatrie en particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en spécialisation en pédiatrie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, comme background? Et à quoi est-ce que ça peut vous être bénéfique? Ensuite, vous allez écouter le docteur le docteur Bildi, pardon, Jérôme, qui est résident en gynécologie, qui vous parlera de la spécialité gynéco. Et le docteur Mayopa Cédric, qui devait vous parler de la chirurgie, apparemment va vous parler comme j'ai dit, qui devait vous parler de la chirurgie, ne sera pas là. Du coup, il y a un autre qui va le remplacer et qui est encore en cours de chemin. Et le docteur So Dorothée, qui est spécialiste en néphrologie, va vous parler de la médecine interne. Le but ici, c'est surtout de vous faire, de vous, fa- de vous donner une idée de ce qu'est la spécialité, de ce qu'est la spécialisation au Cameroun. Et vos questions seront au centre du débat. C'est-à-dire l'échange se fera surtout après ces présentations très brèves de nos panélistes. Donc, nous allons commencer par le docteur Minka Basile, qui parlera des spécialités en pédiatrie au Cameroun. Docteur Minka, vous écoutez? Allô? C'est bon, vous Oui, m'entendez? on vous écoute très bien, docteur Minka. Alors, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si mon écran est visible. L'écran est visible, mais il n'y a pas la présentation. Ah, d'accord. Ça s'arrange tout de suite. Tout est OK, docteur Minka, tout est OK. Vous pouvez aller, vous pouvez commencer. D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Comme le modérateur l'a dit, je suis le docteur Minka Basilis, en troisième année de pédiatrie. Il m'a été demandé de vous parler de la spécialisation au Cameroun. Déjà, ce qu'il faut savoir pour ce qui est de la pédiatrie, c'est que c'est une branche de la médecine qui est spécialisée dans la santé d'un individu de sa naissance à la fin de son adolescence, qui varie en fonction des pratiques entre 16 et 18 ans. Le pédiatre est chargé d'assurer la surveillance de la croissance, du développement psychomoteur et psychologique, ainsi que de la prévention et du traitement des maladies. Et de manière même informelle, même s'il n'est pas un enseignant, il est amené au quotidien à procéder à la formation des médecins. Et donc, au Cameroun, on a une seule institution qui offre cette formation de spécialisation en pédiatrie. C'est la faculté de médecine et de sciences biomédicales qui est logée à l'université de Yaoundé 1. Et après les 7 ans d'études de médecine générale que vous allez terminer, par voie de concours, vous aurez accès à cette formation. Et il s'agira en fait de faire 4 années de formation assez intenses, au bout desquelles vous obtiendrez un diplôme d'études spécialisées. Alors, pourquoi est-ce qu'on va choisir la pédiatrie?
Déjà, par expérience personnelle, je dirais que je l'ai choisi parce que assez précocement, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour les enfants malades parce que ils sont tellement fragiles, ils ont besoin de beaucoup de soins. Donc, j'ai été très vite marquée par ce côté de la médecine et aussi par le fait qu'ils étaient complètement dépendants des décisions bonnes ou mauvaises de leurs parents. Donc, je me suis dit, voilà, ils ont peut-être besoin d'un coup de pouce supplémentaire dans le cas de leur santé parce que parfois, les parents ne prennent pas toujours les bonnes décisions. De manière générale, vous pourrez avoir envie de choisir la pédiatrie pour diverses raisons. Ça peut être une vocation, c'est-à-dire vous vous dites, voilà, j'adore les enfants, j'aimerais beaucoup faire pour eux, c'est, comme beaucoup le disent, le fer de lance de la nation et tout ça. Vous pouvez choisir la pédiatrie parce que vous admirez un maître de pédiatrie, vous vous dites, je vais être comme lui, donc je vais faire la pédiatrie. Vous pouvez vouloir perpétuer une tradition familiale, on est pédiatre de père en fils, ou bien propriétaire de clinique de pédiatrie. Vous voudrez peut-être continuer simplement un travail de médecin généraliste, c'est-à-dire vous avez commencé votre travail, votre carrière de médecin dans un service de pédiatrie, vous n'avez fait que ça, et vous décidez que voilà, la suite logique, c'est de faire une formation en pédiatrie. Ou alors, il y a un groupe de gens qui vont choisir la spécialisation juste comme ça. Mais l'important, ce n'est pas tant pourquoi est-ce qu'on choisit la pédiatrie, mais c'est plus de savoir ce qu'il faut en fait pour faire de bonnes études de pédiatrie. Alors, pour pouvoir faire pédiatrie, il faut une certaine préparation. La préparation commence déjà sur le terrain quand vous travaillez en tant que médecin généraliste. Il faut vous mettre en tête que la médecine est une science qui avance tous les jours, donc vous devez vraiment mettre vos données à jour. Et cette mise à jour des données vous permettra en réalité de ne pas avoir beaucoup de difficultés à vous mettre dans la posture de l'apprenti quand vous irez faire votre spécialisation de pédiatrie. Bien sûr, il y a des cours de préparation qui sont offerts, il y a des bouquins qui sont disponibles. L'essentiel, c'est que vous intégrez, que vous devez être préparé sur le plan théorique à pouvoir poursuivre les études de pédiatrie. Bon, pour moi, la préparation, c'était vraiment plus sur le terrain quand j'ai travaillé. Peut-être 2 mois avant, oui, on parcourt des épreuves, surtout concernant les autres spécialités, parce que l'épreuve du concours, en fait, couvre toutes les spécialités, même si à la fin, vous serez juste, vous aurez la possibilité, selon le mérite, de choisir, d'être pris pour votre spécialité que vous aurez choisi au départ. Alors, une fois que vous avez intégré le cursus, quand vous réussissez au concours, il vous faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance, de patience et de persévérance. Parce que c'est énormément d'auto-formation. Il n'y a pas assez d'enseignants, ça il faut le dire. Du coup, vous avez vraiment besoin de beaucoup travailler et d'être assez organisé parce que les journées sont très longues, vous devez le savoir, et bien remplies entre l'hôpital, entre les connaissances théoriques parce que les résidents font leur cours de pédiatrie eux-mêmes, même s'ils sont supervisés, entre les formations continues, entre les congrès et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très long. Et en plus de cela, les enfants n'ont pas toujours la possibilité de vous dire ce qu'ils ont. Ça veut dire que vous devez savoir que vous serez amené à examiner de manière complète, systématique et de manière répétée aussi 20, 30, 40 enfants par jour. Ça peut arriver. Donc, vous devez être préparé psychologiquement au fait qu'il faut énormément de travail. Et il faut beaucoup de qualité humaine parce que quand quelque chose affecte un enfant, le ressenti au niveau des familles n'est pas le même que quand ça affecte un adulte. Vous serez le témoin d'événements heureux qui sera facile de gérer, mais également d'événements malheureux pour lesquels il faudra avoir énormément de tact pour gérer. Et tenez aussi compte du contexte socio-culturel. Il y a énormément de traditions, d'habitudes qui font que certains gestes sont posés par les parents, pas par méchanceté, mais vraiment parce qu'ils ont le sentiment de faire ce qui est correct pour leur enfant, même si au final, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, vous devez intégrer vraiment le fait que vous êtes là comme un éducateur et non pas comme un inquisiteur. Ça va vous épargner énormément de soucis. Alors, une fois que vous avez terminé votre formation et que vous avez brillamment réussi à votre examen final, qu'est-ce qui s'offre à vous en tant que pédiatre? Déjà, vous avez la possibilité de faire une sous-spécialisation. Ça se fait hors du pays cette fois. Vous pouvez vous sous-spécialiser en pneumopédiatrie, en cardiopédiatrie, en gastropédiatrie, ce que vous voulez. Il y a des formations à l'étranger, soit sous forme de bourse, comme celle du FOSMOM en Belgique ou du DFMS en France ou d'autres formations auxquelles vous pouvez avoir accès, ou alors par autofinancement si vous avez les moyens. Sinon, quel que soit ce que vous voulez faire, pédiatrie générale ou sous-spécialité de pédiatrie, vous pourrez rester un clinicien pur, c'est-à-dire juste travailler à l'hôpital et vous occuper de patients
Mais même dans ce cas, il faudra vraiment bien vous organiser pour ne pas être englouti par la masse de travail parce que la demande est extrêmement forte. Il n'y a pas assez de médecins en général et il n'y a pas assez de pédiatres. Donc, vous pourrez travailler dans le public, dans le privé ou même hors du pays, mais à ce moment, vous pourrez être obligé pour certains pays de passer des examens d'équivalence pour qu'on se rassure dans ce pays que vous avez le niveau pour exercer en tant que pédiatre. Vous avez la possibilité d'accéder à des activités de recherche. Il y a beaucoup de choses à faire en pédiatrie. C'est un vaste champ. Il y a de la nutrition, l'oncologie. Ce n'est pas nécessairement en tant qu'enseignant, mais vous pouvez décider dans votre pratique quotidienne de vous investir un peu plus dans un pan de la pédiatrie. Et en fait, cette activité de recherche a l'avantage qu'elle peut vous ouvrir facilement les portes pour accéder à l'emploi dans des organisations non gouvernementales, dans des structures internationales comme l'OMS, le PAM, le PNUD et autres. Et bien sûr, vous pourrez embrasser la carrière d'enseignant dans les différentes facultés de médecine si vous vous sentez une âme d'enseignant. Ça également, c'est une possibilité qui vous est offerte. Alors, pour ou contre, je suis déjà dedans. Je pense que je vois plus de pour que de contre. Il y a énormément de satisfaction à être pédiatre. Ça, je vous l'assure, c'est une sensation qui ne se décrit pas lorsque vous arrivez à suivre de bout en bout un enfant qui va mal et que vous le rendez à ses parents en bonne santé. C'est quelque chose ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est énormément de satisfaction sur le plan personnel. Et comme je l'ai dit, vous avez une grande flexibilité dans la manière dont vous menez votre carrière. Il faut simplement décider exactement de quelle manière est-ce que vous voulez pratiquer votre pédiatrie. Il faut simplement avoir cette idée très claire dans votre tête pour pouvoir justement planifier sur le long cours ce que vous allez concrètement faire. Les inconvénients, c'est énormément de sacrifices, ça c'est clair. C'est extrêmement difficile pendant 4 ans, il faut que votre famille le sache. Si vous voulez vraiment bien faire la pédiatrie, ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de pression aussi parce que pendant la formation, il y a beaucoup de boulot. Vous serez un peu ballotté entre ce que vous devez faire au travail et ce que vous devez faire à la maison. Et même après la formation, il y a beaucoup de travail. Je vous ai dit qu'il y a énormément d'enfants malades chez nous. Donc, vous aurez beaucoup de pression en termes de travail. Donc, en conclusion, pour moi, la pédiatrie, c'est une spécialité extrêmement passionnante. Elle demande énormément de travail et beaucoup de sacrifices sur le plan personnel, mais je pense... j'embrasse la maxime qui dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe de peu de gloire. Et elle apporte énormément de satisfaction, mais bien sûr, le profil de carrière doit vraiment être mûrement réfléchi pour éviter un certain nombre de frustrations qui, pour moi, sont simplement dues au fait que parfois les gens se jettent là-dedans sans vraiment avoir planifié sur le long cours ce qu'ils veulent faire de leur carrière. Je vous remercie. OK. Non, merci, Dr. Minka, pour cette brève et belle présentation. Déjà, j'aimerais rappeler que tous les participants doivent arrêter, couper leur micro pour que uniquement le présentateur puisse parler. Donc, après cette présentation en pédiatrie, nous allons parler de la gynécologie, la gynéco-obstétrique. Et je précise aussi, en prélude, j'avais dit que le docteur Mayopa Cédric ne serait pas là, mais il est là, il est bien présent et il a beaucoup à vous dire. Il ne pouvait pas bien sûr manquer. Mais le docteur Bildi, mais avant de l'écouter, on va écouter le docteur Bildi Jérôme qui va parler de la gynéco-obstétrique. Docteur Bildi, vous m'écoutez? Allô? Docteur Bildi, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Ok. Merci déjà de me passer la parole. Bonsoir à tout le monde. C'est un énorme plaisir pour moi de participer à cette séance de clarification et d'orientation des étudiants. Donc déjà, je tiens sincèrement à m'excuser parce que je n'ai pas pu avoir la présentation à temps. Préparer la présentation à temps, donc je pourrais l'envoyer d'ici demain. Mais néanmoins, comme il s'agit de l'orientation, je pourrais l'expliquer de façon magistrale. Donc, je peux commencer? Allez-y, allez-y, docteur. D'accord. Ok, merci déjà, merci encore. Et bonsoir une fois de plus à tous les panélistes et à tous nos chers étudiants. Je suis le docteur Bildi Jérôme, je suis résident en gynécologie
en deuxième année au Cameroun. Il m'a été demandé de parler des différents avantages, de parler de la spécialisation en gynécologie obstétrique au Cameroun, plus particulièrement ou de manière générale pour tous nos étudiants, futurs médecins généralistes qui aspirent, n'est-ce pas, à se spécialiser dans l'avenir. Déjà, pour commencer, la spécialisation au Cameroun, plus précisément en gynécologie, se fait depuis pratiquement 29 ans aujourd'hui. Et jusqu'à il y a 6 ans, elle durait 5 à 6 ans, la spécialisation. Mais depuis 5 ans aujourd'hui, la spécialisation en gynécologie au Cameroun dure 4 ans. Et une seule école est habilitée jusqu'à ce jour à former les spécialistes. C'est la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Donc déjà, quelles sont les conditions à remplir pour aspirer à être spécialiste en gynécologie obstétrique? De manière générale, il faut être d'abord médecin généraliste. Pour ceux qui sont fonctionnaires, avoir au moins 2 ans d'expérience en tant que médecin généraliste. Les non-fonctionnaires munis, n'est-ce pas, d'un certificat qui prouve leur exercice dans une formation sanitaire privée pourront, n'est-ce pas, aussi présenter le concours. Donc, le concours est ouvert à tous les médecins généralistes de deux sexes, sans distinction de sexe, âgés de moins de 35 ans, désireux, n'est-ce pas, de faire carrière, d'être spécialiste en gynécologie obstétrique. Et le concours est fait sur 2 épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale. La particularité au Cameroun, c'est cette épreuve écrite qui est une épreuve de médecine générale. Ça veut dire quoi? Sur cette épreuve, donc, on aura toutes les questions, que ce soit des questions de pédiatrie, comme ma consoeur qui vient de passer, des questions de chirurgie, de médecine interne, de gynécologie ou de santé publique. Donc, quelle que soit la spécialité que vous faites, c'est la même épreuve que tous les candidats utilisent durant l'évaluation, durant le concours. Donc, quelles sont les conditions préalables personnelles qu'un médecin devrait avoir avant de se lancer dans la gynécologie? Déjà, il faudrait qu'il ait un intérêt particulier pour cette spécialité, qu'il aime vraiment la gynécologie obstétrique. Pourquoi? Parce que c'est une spécialité qui demande beaucoup en termes d'énergie physique ou mentale. Donc, il faudrait donc qu'il y ait cet amour-là, parce que c'est sur cet amour-là que sera forgé, n'est-ce pas, l'endurance durant la spécialisation. Donc, en guise de rappel, la gynécologie obstétrique est une branche de la médecine qui étudie les pathologies de la femme, renvoyant, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle la gynécologie, ou qui étudie la femme enceinte, renvoyant à l'obstétrique. Donc, les spécialistes formés au Cameroun sortent sous la casquette de gynécologue obstétricien. Comment donc se déroule la formation au Cameroun? Nous l'avons dit tantôt, depuis pratiquement 4 ans, depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui, la spécialisation se déroule en 4 ans. Et durant les 4 ans, le résident ou l'apprenant va donc connaître plusieurs stages cliniques. Donc, ces différents stages se feront dans
la ville de Yaoundé précisément, et dans 4 principaux hôpitaux. Et durant ce stage, il y aura des enseignements pratiques et des enseignements théoriques. De manière sommaire, en première année, c'est généralement les rappels anatomie, physiologie de l'appareil génital, donc tout ce qui concerne la femme. En deuxième année, c'est les pathologies obstétricales, les pathologies gynécologiques. En troisième année, c'est la cancérologie générale, parce que ce n'est pas approfondi, parce que la cancérologie même, c'est une sous-spécialité que le gynécologue généraliste pourra faire plus tard. En quatrième année, c'est la dernière année, c'est l'année où on clôture avec la formation, où on apprécie, n'est-ce pas, ces différentes techniques opératoires afin de voir si ces techniques opératoires cadrent, n'est-ce pas, avec l'objectif même du gynécologue. Nous tenons à rappeler ici que le gynécologue, c'est celui-là qui a toujours une vision conservatrice, une vision longitudinale et non transversale. Donc, il pense à demain. Donc, tout geste que le gynécologue pose, c'est en pensant que ce geste ne devrait pas, n'est-ce pas, avoir un impact dans l'avenir de sa patiente. Donc, de manière sommaire, donc, c'est les différents programmes que va connaître l'apprenant durant ces 4 années. Mais qu'est-ce qui rend cette formation particulière? Déjà, la panoplie des cas que va rencontrer l'apprenant va l'obliger, n'est-ce pas, à se capaciter, que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan pratique. Raison pour laquelle, dès la fin de la deuxième année en gynécologie, on se sent déjà à l'aise dans certains gestes, on se sent déjà à l'aise dans la prise de parole pour la prise en charge des cas les plus fréquemment rencontrés durant les stages pratiques. Et quelles sont les complexités durant la formation? Déjà, les gardes sont prises de façon régulière, tous les 72 heures, parfois tous les 4 jours, et ceci pendant les 2 premières années, rendant, n'est-ce pas, difficile sur le plan physique la spécialisation ici et au Cameroun. En plus de cela, on est souvent exposé à beaucoup de blâmes, beaucoup de critiques constructives. Et c'est à l'apprenant maintenant de forger son mental afin de pouvoir surmonter les critiques pour s'améliorer. Parce que, comme on le disait au début de notre propos, il faudrait se préparer mentalement et physiquement avant de se lancer dans cette spécialité qui demande beaucoup en termes d'énergie. Et il faudrait aussi avoir un soutien familial, Docteur Bildi, un soutien des amis. Docteur Bildi, oui, il reste pas beaucoup de temps. Ouais, il reste pas beaucoup de temps. Donc, Oui, je suis. Accélérer. Ok. Vous pouvez un peu accélérer ça, merci. le prochain présentateur. Ouais. Ok, merci. J'ai déjà presque fini. Donc, il faudrait donc travailler, n'est-ce pas, son mental pour mener à bien cette formation. Donc, de manière générale, donc, quels sont ce qu'on peut retenir comme avantage de cette spécialité? Déjà, c'est le bien-être que cela confère parce qu'il y a plus de bons résultats, des résultats positifs que de résultats négatifs. Il y a une satisfaction globale qu'on a envers son malade, envers la famille du malade. Et dans la gynécologie obstétrique, on fait plusieurs
plusieurs disciplines. La médecine générale est faite, l'endocrinologie est faite. On a des cas de diabète gestationnel qu'on prend en charge. Le volet chirurgical est fait, radiologie est faite parce qu'à la fin de la formation, on est à même de faire certaines échographies, que ce soit gynécologique ou obstétricale. On touche un peu la cancérologie, bien que ce ne soit pas approfondi. Et comme inconvénient, c'est surtout les efforts physiques parce qu'il faut être fort physiquement. Il faut être fort et être présent, assidu et prompt pour lutter contre la mortalité maternelle. Et comme autre inconvénient, les résultats négatifs sont généralement traumatisants. Quand on a un décès, parfois ça laisse une cicatrice qui fait tellement mal. Donc, de manière générale, donc, voici présenté de façon sommaire la gynécologie au Cameroun. Je vous remercie déjà pour votre attention et je suis disposé et disponible pour des éventuelles questions. Je renvoie la parole au modérateur. Merci. Merci beaucoup, Dr. Bildi Jérôme. Donc, quand vous avez écouté le panéliste, le Dr. Bildi, la gynécologie, c'est intéressant si vous aimez vraiment. En tout cas, comme toutes les autres spécialités, mais posez vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup qui posent des questions. Posez les questions, on va tous les répondre après. Il y aura une séance questions-réponses après avoir écouté tous les panélistes. Donc, nous allons parler à présent de chirurgie. Et il s'agit du docteur Mayopa Cédric, qui est résident en orthopédie. Il parlera en quelques lignes, disons quelques diapos, de comment faire et de ce qu'il faut pour entrer dans cette spécialité. J'imagine qu'il y a beaucoup de chirurgiens parmi vous, donc soyons attentifs et ça ne va pas durer. Le docteur Mayopa, vous m'écoutez? Oui, bonsoir. Bonsoir. Laissez-moi juste une seconde, le temps d'afficher mes diapositives sur l'écran. Ok, très bien. On voit votre écran qui est partagé. Voilà, 2 secondes. Alors, là. Voilà. Ok. Donc, Monsieur Mayopa, vous avez 10 minutes. Alors, merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je suis Cédric François Mayopa, je suis médecin interne des hôpitaux en 2e année de spécialisation en traumatologie et orthopédie à la faculté de médecine et sciences biomédicales de Yaoundé. Voilà, il m'a été demandé par l'équipe Medical Mind de parler de la spécialisation chirurgicale au Cameroun. Alors, ça sera une présentation assez sobre, une dizaine de minutes, selon le plan ci-après. Donc, nous verrons les différentes spécialités chirurgicales, la formation, la préparation au stade d'étudiant en médecine, les avantages, les inconvénients, et enfin le profil de carrière. Alors, il faut dire que la chirurgie vient du mot grec chirurgos, le préfixe ker signifiant la main. Alors, le chirurgien, c'est un spécialiste qui soigne les maladies avec sa main, pour faire simple. C'est dans une branche de la médecine impliquant des manœuvres manuelles internes ou externes sur les tissus consistant en des incisions, des sutures, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Le chirurgien, c'est ce médecin spécialiste habilité à pratiquer la chirurgie. Et la chirurgie, c'est un terme générique qui regorge d'un large éventail de sous-spécialités. Il s'agit de la chirurgie générale, c'est le monsieur qui fait toutes les interventions chirurgicales et qui n'a de limite que ses compétences. La neurochirurgie, c'est le chirurgien qui est spécialisé dans les pathologies chirurgicales du système nerveux. L'orthopédie et traumatologie, l'appareil locomoteur, l'urologie, le système urinaire. La chirurgie infantile, qui est la chirurgie pédiatrique, la chirurgie des enfants. Et le reste des chirurgies thoraciques, plastiques, ORL, ophtalmologie. Il faut dire qu'au Cameroun, la spécialisation en chirurgie ne concerne pas la chirurgie cardiaque et thoracique, ainsi que la chirurgie plastique. Il n'y a pas cette spécialité au Cameroun, mais le reste des spécialités qui sont présentées à l'écran sont accessibles au Cameroun. Alors, que dis-je sur la formation? Théoriquement, 3 universités offrent la possibilité de formation en chirurgie. Là, si vous allez dans les textes du ministère de l'enseignement supérieur, vous verrez que la faculté de médecine de l'Université Yaoundé 1, l'Université de Boya
et le Bingo Baptist Hospital ont l'accréditation nationale pour encadrer, pour recevoir et encadrer des résidents en chirurgie. Maintenant, l'Université de Yaoundé 1. Alors, l'Université de Yaoundé 1, via la faculté de médecine et sciences médicales, offre 2 options de spécialisation en chirurgie. Le résidanat, qui est un cursus de 4 années, c'est un médecin généraliste qui allait faire 2 années d'expérience sur le terrain et qui revient pour faire sa spécialité de chirurgie. Il fera 4 ans de spécialisation. L'internat, qui est un cursus qui est nouveau, qui est peu connu et qui est en réalité destiné aux étudiants de 6e année qui, après leur examen de synthèse clinique et thérapeutique, feront le concours d'internat. Lorsqu'ils seront reçus, ils auront 5 années de spécialisation, comprenant 1 année de tronc commun en médecine générale. C'est vraiment une année où, pendant 6 mois, chaque 6 mois, l'étudiant fera des rotations dans les différentes spécialités de médecine, pédiatrie, gynéco, chirurgie, anesthésie, réanimation et j'en passe. Alors, personnellement, j'ai l'expérience de l'internat. N'ayant pas fait le terrain, j'ai suivi le cursus de l'internat. Donc, il faut dire que pour des cadets qui voudront embrasser le cursus de l'internat, il faut dire que durant l'année du tronc commun, c'est l'année au décours de laquelle il faudra vraiment se familiariser et approfondir un tant soit peu dans les branches de la spécialité que l'on voudrait faire plus tard. Donc, il s'agira pour ceux qui voudraient faire chirurgie de s'exposer au maximum à travers les gardes supplémentaires, à travers la rotation dans le service de chirurgie, de s'exposer au maximum, j'étais en train de dire, au domaine chirurgical. Alors, que dire à l'étudiant qui va embrasser la carrière de chirurgie? Voilà, j'imagine que dans le panel, il y a peut-être des étudiants en 2e, 3e année, 4e année. Alors, il faut dire que la chirurgie, les sciences fondamentales sont indispensables, incontournables dans toutes les spécialités médicales, mais en chirurgie, un accent particulier est mis sur l'anatomie, la physiologie et la sémiologie chirurgicale. Ça me rappelle un enseignant qui disait « No anatomy, no doctor. No anatomy, no surgeon ». Donc, il faudra mettre un accent particulier au décours de la formation sur ces trois sciences fondamentales, l'anatomie, la physiologie et la sémiologie. Alors, j'ai mis stage avec 3 croix devant parce que la chirurgie, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une spécialité pratique. Le médecin, ce n'est pas l'ordonnance qui soigne les malades. Le médicament, c'est le chirurgien lui-même. Donc, il faudra s'exposer au maximum aux différentes interventions chirurgicales, aux différents actes chirurgicaux pour les maîtriser. Alors, que dire des avantages et des inconvénients de la spécialité chirurgicale? Alors, les avantages, comme toute spécialité médicale, le médecin jouit d'une excellente reconnaissance et d'un excellent estime de la population. C'est quelqu'un qui est reconnu par la société, qui jouit d'une classe sociale favorite. Pour la petite histoire, j'ai roulé à Yaoundé pendant à peu près 6 mois sans permis de conduire et chaque fois que je m'arrêtais à des contrôles, je n'avais qu'à dire me présenter docteur tel et on me laissait rouler. Donc, les spécialités médicales offrent une excellente reconnaissance et un excellent estime dans la société. Alors, on dit souvent que les chirurgiens les gens choisissent la spécialité chirurgicale parce qu'ils veulent être bien rémunérés. Non, c'est faux. En chirurgie, comme dans toutes les spécialités médicales, lorsque vous êtes un bon médecin, un bon praticien, vous trouvez votre compte. Donc, j'ai mis rémunération avec un point, avec plus ou moins pour montrer que toutes les spécialités médicales, y compris la chirurgie, lorsque vous êtes bon, vous avez une bonne rémunération, vous pouvez vivre de votre métier. Alors, quels sont les inconvénients propres à la chirurgie? Ça nécessite une disponibilité hors du commun. C'est un métier à temps plein. On ne peut pas être chirurgien, clinicien, praticien et en même temps être businessman ou faire autre chose. Voyez-vous, lorsque vous avez opéré un malade, lorsque le malade n'est pas complètement guéri et sorti de l'hôpital, vous ne trouvez pas le sommeil. Vous pouvez être appelé à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour gérer une quelconque complication. Donc, ça nécessite une disponibilité à temps plein. C'est un métier à temps plein. Ensuite, le stress. Il faut savoir que opérer un être humain, c'est un processus délicat. Les complications
préopératoire, péropératoire, post-opératoire sont connus et sont tellement nombreux que lorsque vous décidez d'opérer un malade, il y a tout un stress qui entoure le processus. Donc, c'est ce qui illustre ce schéma que j'ai pris d'une étude. Je vous montrerai le lien dans les références qui montrait un peu la fréquence des suicides dans la communauté médicale. Vous verrez que en tête de liste des praticiens hospitaliers qui se suicident, ce sont les chirurgiens, suivis des anesthésistes. Donc, ça démontre un peu le niveau de stress qu'on peut avoir, qui peut exister dans la profession. Il faut savoir que lorsque vous avez opéré un malade, il ne vous oubliera jamais. Un malade peut oublier une ordonnance, un médecin qui lui a prescrit du paracétamol ou je ne sais pas quoi, qu'il a vu une ou deux fois. Mais lorsqu'un malade est passé par un chirurgien et qu'il l'a opéré et qu'il a une cicatrice qui correspond en quelque sorte à la signature du médecin, il ne l'oubliera jamais. Alors, ça peut être qu'il ne l'oubliera jamais en bien. À chaque fois qu'il se souviendra qu'il verra sa cicatrice, il se souviendra en bien du médecin. Et ça peut être également qu'il se souviendra en mal. Donc, c'est une spécialité stressante, rigoureuse, qui impose un mental rigide. Il y a un maître qui nous dit souvent que le médecin, c'est quelqu'un de tellement rigoureux et tellement préparé que lorsque on décide de déstabiliser un médecin, il faut se lever 3 semaines à l'avance. Donc, ça laisse croire que c'est un monsieur qui doit être préparé mentalement et doit avoir un mental solide. Voilà. Alors, quel profil de carrière pour un chirurgien? Alors, ça se superpose à toutes les spécialités médicales. Vous pouvez être praticien hospitalier, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il faut noter que les chirurgiens font beaucoup de privé, peut-être un peu plus que les autres spécialités médicales. Vous pouvez embrasser la carrière de l'académie et de la recherche, ou alors vous pouvez faire dans les actions humanitaires. À cet effet, il y a une sous-spécialité, il y a une spécialité qu'on appelle le Global Surgeon. Elle n'est malheureusement pas assez connue. C'est en quelque sorte la santé publique du chirurgien. C'est un cursus au décours duquel des principes de base de santé publique sont appris aux chirurgiens et donc il a pour mission de réaliser des actions humanitaires de chirurgie. Donc, que dire en conclusion? Tout simplement que les spécialités chirurgicales sont vastes. Chaque organe a son médecin, a sa spécialité chirurgicale. C'est un cursus de 4 à 5 ans dans notre pays après le doctorat. Elle nécessite une bonne maîtrise des sciences fondamentales, surtout de l'anatomie. Et c'est un métier rigoureux. J'insiste dessus, c'est un métier vraiment rigoureux. Un métier à temps plein. On ne peut pas faire autre chose lorsqu'on décide d'être un bon chirurgien. Je vous remercie. Ok, très bien. Merci, Dr Mayopa. Là, vous avez bien écouté sur cette spécialité chirurgicale qui intéresse forcément beaucoup de personnes. Beaucoup de gens aiment la chirurgie, ça donne beaucoup d'argent, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. On va répondre à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, continuez à poser les questions sur le chat. Dans le chat, on va répondre à la fin. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière présentatrice, qui est le docteur Dorothée, qui va nous parler de la médecine interne. Et elle est résidente, 3e année en néphrologie. Et j'imagine qu'elle nous écoute, docteur Dorothée. Allô? Oui, on vous écoute, docteur. Vous m'écoutez? Oui, ouais. Donc, du coup, je précise qu'il n'y aura pas pour le docteur Dorothée les diapositives. Vous allez écouter un audio. Ça sera assez rapide et on va passer directement à la séance des questions parce qu'il y en a vraiment. Et la séance des questions, je pense c'est ça qui va vraiment répondre aux inquiétudes de nos cadets. Donc, docteur Dorothée, vous avez la parole. Merci docteur de m'avoir passé la parole. Je suis le docteur Dorothée, comme ça a été dit plus haut. Je suis résidente en néphrologie, je suis en 3e année. Donc, je vais vous entretenir pendant quelques minutes seulement sur la spécialité de la médecine interne. Donc, puisqu'il n'y a pas de diapositive, on va essayer de répondre à quelques questions. D'abord, ce que c'est que la spécialité de la médecine interne, bien évidemment, en détaillant un peu la formation, le cours, bien que ça ait été dit déjà plus haut, les quelques motivations que j'ai eues de manière personnelle.
Depuis quand est-ce que la préparation idéale devrait se faire? Quelques avantages et inconvénients de la spécialité de médecine interne. Quels sont les profils pour un spécialiste de médecine interne? Et on va conclure. Donc déjà, pour commencer, la médecine interne, comme beaucoup de personnes doivent le savoir, j'ai envie de dire, la médecine interne, c'est la médecine dans tout son ensemble. Je ne vais pas dire que ce que les autres font, c'est pas ça, mais la médecine interne, c'est vraiment la médecine générale spécialisée. Pour des gens qui veulent faire de la pure médecine, mais dans sa pure spécialité, c'est la médecine interne. Donc, la médecine interne a donc plusieurs sous-spécialités qui sont entre autres l'hépatogastro-entérologie, l'endocrinologie, diabétologie, la néphrologie, la pneumologie, la cardiologie, la neurologie, la rhumatologie, qu'on ne fait malheureusement pas encore au Cameroun, l'oncologie, l'hématologie également qui ne se fait pas encore ici, l'infectiologie, et il y a la médecine interne même pure. Donc, il y a des personnes qui vont seulement faire médecine interne sans pourtant choisir une sous-spécialité. Donc, les facultés qui font en médecine interne au Cameroun, c'est uniquement la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université Yaoundé 1. Donc, la durée de formation, c'est la même. Pour les autres formations, c'est 4 ans pour le circuit de résidenat. Et pour le circuit d'internat, c'est 6 ans. Donc, le principe de la formation pour le circuit de résidenat, qui est celui que je maîtrise le mieux, que vous allez faire d'abord une année autant pour moi de tronc commun. Donc, lorsque vous allez réussir le concours, vous allez directement faire une année dans laquelle vous n'allez pas aller directement vers la spécialité que vous aurez choisie. Donc, vous allez faire une année dans laquelle vous allez faire toutes les spécialités de médecine interne suscitées. Vous allez faire les stages de tronc commun. Donc, et à partir donc, de la deuxième année, vous allez donc directement rejoindre votre spécialité même que vous aurez choisie. Mais là, ce sera bien évidemment après avoir validé la première année et en fonction de la moyenne que vous aurez obtenue, vous aurez un choix de prédilection. Pour ce qui est du coup, le coût en facteur médecine pour les fonctionnaires, c'est 50 000 francs. Ça, c'est le prix qui est standard. Maintenant, pour les non-fonctionnaires, c'est 1 million de francs CFA. Bien que, il y a des personnes qui disposent des dispensations spéciales et qui réussissent à s'inscrire à 500 000 pour certains que je connais, et d'autres un peu moins. Bon, ça, je n'entrerai pas dans ce détail. Pour plus d'informations, c'est mieux de se rapprocher de la faculté directement. Bien, quelles sont les motivations pour faire la médecine interne? Comme je disais en introduction, c'est vraiment de manière personnelle et pour les différents collègues que j'ai eu à côtoyer. Les personnes qui aimaient vraiment la clinique, les plus cliniciens, ce sont les internistes. C'est pour ça qu'on dit que les internistes écrivent beaucoup, les internistes cherchent beaucoup les problèmes. Bref, c'est parce que la médecine interne, c'est vraiment la médecine du détail. C'est la médecine de la réflexion. C'est pas la rapidité, non. C'est la médecine de la compréhension. C'est la médecine qui est technique. Donc, si vous aimez le détail, si vous aimez ce qui est profond, ce qui est, j'ai pas envie de dire intelligent, mais en réalité, c'est ce qui est vraiment intelligent, c'est vraiment la médecine interne qu'il faut choisir. Maintenant, pour ce qui est des motivations par spécialité, vous saurez comme moi que, comme je vous ai dit, il y a environ 11 spécialités en médecine interne. Donc, il y a des spécialités qui sont dites spécialités médicales pures et des spécialités qui sont médico-chirurgicales. Donc, les motivations seront donc personnelles. Vous allez voir en médecine interne, beaucoup de personnes vont se disputer se disputer entre autres la cardiologie parce que en cardiologie, vous avez beaucoup de bilans à faire. Vous avez beaucoup d'interventions également. Pour ma part, motivation personnelle, initialement, je voulais faire un peu de chirurgie, mais je voulais surtout faire la médecine même pure. Donc, pour moi, la science qui se rapprochait le plus de la médecine, c'était la néphrologie. Surtout parce qu'en néphrologie également, il y a beaucoup d'actes. Il y a beaucoup d'actes, surtout parce qu'en néphrologie, vous allez voir qu'en néphrologie, il y a par exemple la pose des cathéters. Les cathéters, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tube que vous allez mettre au niveau de l'oreillette droite pour pouvoir permettre aux malades de dialyser ou alors directement au niveau de la veine cave inférieure. Et vous avez des cathéters permanents même.
qu'on fait en néphrologie, il y a la réalisation des fistules artério-veineuses qu'on fait en néphrologie. Donc, il y a cet aspect médico-chirurgical qui est non négligeable, qui se fait également dans certaines autres spécialités de médecine interne. Ça dépendra de l'intérêt et de la volonté de chacun. Mais également, il y a ceux qui font le choix de ne faire que la médecine interne pure, comme je disais. Donc, vous allez faire 4 années de pure médecine interne. Vous allez faire des stages de 3 mois, des différentes spécialités pendant 4 années. Et puis, après vos 4 années, vous pouvez décider donc de rester un interniste pur. On vous met dans un service. Lorsque la science aura dépassé tous les cliniciens, c'est vous qu'on va appeler. Ou alors, c'est vous qui allez compléter l'intelligence des autres. Et surtout parce qu'en médecine interne, vous avez beaucoup de maladies rares, entre autres les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, non infectieuses, qui sont sous-connues, qui sont très mal connues des praticiens généraux, surtout parce que vous allez voir un malade qui a une pathologie inflammatoire non infectieuse, qui va faire 10 000 formations sanitaires. Et puisque non seulement l'esprit ne sera pas assez ouvert, on ne pourra pas poser le diagnostic d'une pathologie qui pourtant, on va confondre au paludisme ou à la typhoïde, pourtant ce ne sera rien de ça. Et ça, c'est l'apanage de l'interniste, quelle qu'en soit sa spécialité. Donc, pour poursuivre, depuis quand préparer cette formation, je dirais que pour moi, la préparation avait débuté depuis que j'étais, je crois, en 5e année, parce que je savais que je voulais faire une spécialité, soit médicale, soit chirurgicale. Le fait d'avoir fait la thèse en néphrologie, ça m'a le plus orienté vers ce que j'avais envie de faire. Mais je sais quand même que il faut simplement avoir un peu de courage, de volonté, même en 1 mois. Vous pouvez bien préparer votre concours et vous pouvez le réussir. Il faut juste avoir de la volonté. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est le plus tôt vous commencez, le mieux c'est pour vous. Bon, en ce qui est des avantages et des inconvénients de la spécialité de médecine interne, vous-même, vous avez vu qu'il y a tellement de spécialités en médecine interne. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que les avantages dépendront particulièrement du choix de la spécialité que vous aurez fait. Plus haut, je disais que les gens se disputent vraiment la cardiologie, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a la pneumologie qui a pris le devant ces 2 dernières années parce que la demande est immense, l'hépato-gastro-entérologie également, la rhumato également. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont le besoin de ces spécialistes-là et malheureusement pour nous, nous n'avons pas assez formé. Donc, les avantages, au-delà de l'avantage pécunier qu'on attribue à chacune des spécialités, l'avantage d'abord que je trouve en chacune des spécialités de médecine interne, c'est d'abord la satisfaction même du patient qui a fait 10 000 hôpitaux et qui avait une BPCO et on lui dit que le pneumo n'est pas disponible dans telle ville, mais il en existe quand même à Yaoundé ou à Douala. Ça, c'est rafraîchissant pour le malade de savoir que cette maladie qu'on a tripatouillée partout, il y a quelqu'un qui l'a seulement appris à l'école. Et je vais encore venir sur une spécialité qui est je veux vraiment, sur le fait de dire sous-connue, c'est l'oncologie médicale. Qui, si vous passez à l'hôpital général, vous verrez que l'oncologie médicale, depuis qu'il y a des résidents là-bas, le service est plein et saturé. On a l'impression que c'est une nouvelle maladie qui est connue. Mais en réalité, non. C'est juste une nouvelle spécialité qui a été mise en avant. Et les patients sont ne serait-ce que rassurés. C'est un élément dans la guérison du patient de savoir qu'il y a un spécialiste qui peut m'aider à porter ma maladie. Pour ce qui est des inconvénients, les inconvénients sont propres à toutes les spécialités médicales. C'est d'abord le stress. La médecine interne est très prenante. Et le temps dépend vraiment de la spécialité, mais de manière générale, est très prenante. Vous voyez, il est 20 heures et nous sommes toujours à l'hôpital. Et c'est comme ça tous les jours, 7 jours sur 7. L'heure moyenne de rentrer, c'est 22 heures. Donc, il y a vraiment un stress hospitalier important. Surtout parce que en médecine interne, la plupart des malades que vous allez recevoir, ce sont les patients qui sont généralement en très mauvais état. Et la psychologie également n'est pas bonne. Donc, il y a beaucoup de fardeaux à porter. Quel est le profil pour un spécialiste? Vraiment, je vais revenir encore en disant, le profil d'un spécialiste de la médecine interne dépendra toujours de la spécialité qu'il aura fait. Mais ce qui est important de dire, c'est que
quelle que soit la spécialité que vous allez choisir en médecine interne, vous êtes d'abord un interniste. Pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent l'hôpital régional de Ngaoundéré, le service de médecine interne, le chef de service de médecine interne, c'est pas, initialement, c'était un hépato-gastro-entérologue. Donc, et c'est lui qui avait la charge de tous les services. Puis on a mis un cardiologue. Mais le fait qu'il ait fait le tronc commun de médecine interne, et cela vaut dans beaucoup d'hôpitaux, le chef de médecine interne n'est pas forcément un interniste pur. C'est juste un médecin qui a fait une spécialité de médecine interne, auquel on va lui attribuer la charge de 11 ou 12 services de médecine interne. C'est pour dire que c'est un médecin qui est, comme on parle au quartier, qui est vraiment prêt, qui doit être prêt. Donc, c'est ça, en fait, un spécialiste de médecine interne. C'est quelqu'un que, même s'il a fait la néphrologie, l'endocrinologie, la rhumatologie, peut gérer un service de pneumo aussi minime que ce soit, bien qu'il aura besoin de spécialistes qui ont vraiment approfondi ces spécialités. Donc, pour terminer, la médecine interne, je ne veux pas critiquer les autres, mais je pense que la médecine interne, c'est vraiment la mère de la médecine. Et tout médecin doit d'abord être un interniste avant d'être autre chose. Je vous remercie. OK. Donc, merci, docteur Dorothée. Comme vous avez entendu les panélistes, il y a beaucoup à savoir déjà sur ces différentes spécialités, comment intégrer la différence entre internat et résidana. Vous aurez toutes les réponses. Et déjà, j'imagine que certaines questions, c'est un point a été éclairci par ces présentations. Et donc, nous allons passer à la phase des questions. Mais avant de passer, je tiens à rappeler qu'il y aura, en fin du mois de juin, une autre conférence sur des spécialisations à l'étranger. Donc, il y aura un panel à couper le souffle. Ne vous inquiétez pas, Médicament s'en chargera de ça. Et il y a une très bonne nouvelle, je dirais. Il y a un livre qui sortira en fin du mois d'octobre que je peux vous montrer déjà. Donc, il y a un livre, OK, là, voilà, il y a un livre qui sortira, qui sera intitulé Un guide de spécialisation dans le monde francophone, notamment France, Belgique, Québec, Suisse, Afrique francophone, c'est-à-dire Cameroun, y compris Côte d'Ivoire, Sénégal, bref, tout le monde francophone. On fera un récapitulatif des spécialités existantes, des moyens pour y entrer et ce qu'il faut. Il y aura également un guide pour l'odontostomatologie et un guide sur la pharmacie pour les pharmaciens, donc vous pouvez leur en parler. Et ça, c'est prévu pour début octobre. On y travaille encore dessus. Donc, pour que les élèves en faculté de médecine, qu'ils aient des idées claires, répertoriées quelque part où ils peuvent consulter. Donc, ce travail, pour l'instant, il est en collaboration avec plusieurs internes partout dans le monde, notamment le docteur Noumeni, que peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il est interne en médecine vasculaire à Brest, en France, et il est également chercheur clinicien. Donc, vous connaissez le docteur Danlano, c'est lui qui est l'organisateur et le fondateur de Medical Mind, et il est résident en neurochirurgie au Cameroun. Vous connaissez également peut-être le docteur Kamdem Lawrence, qui est interne en neurochirurgie à Bordeaux. Et il y a le docteur Noubissi Camille, qui est interne en pédiatrie à Dijon. Et le docteur Ndomba Franki, qui est interne en psychiatrie, qui a fait une présentation le premier jour sur la recherche. Donc, nous sommes toujours en collaboration. Nous cherchons tous les anciens élèves de médecine qui ont réussi à intégrer une spécialité, quelle que soit la localisation dans le monde, pour avoir leur expérience et répertorier cela dans un guide qui sera disponible début octobre. Donc, sans plus tarder, là, nous allons passer à la section questions-réponses. Et je vous prie de couper vos micros une fois de plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne coupent toujours pas le micro. Donc, la première question, elle concerne, si je ne me trompe
pas. Ouais. Est-ce qu'il y a, je pense, cette question, elle va s'adresser au docteur Bildi en gynécologie. Il n'y a pas également un centre de spécialisation en faculté de médecine de Boya? C'est une question de Bergès Yumbi. N'y a-t-il pas une question de une spécialisation en gynécologie à Boya? Ok, merci pour cette question. Sur les papiers, oui, mais concrètement, pas encore. D'accord, très bien. Donc, pour Très l'instant, belle. on ne forme pas encore des gynécologues ailleurs qu'à la faculté de médecine de Yaoundé. Très bien. Merci. Donc, ne partez pas encore parce qu'il y a une question de Samion Djengue qui demande quels sont les hôpitaux où la formation en gynéco-obstétrique est disponible et pratiquée à Yaoundé. Ok, à Yaoundé, la formation se fait dans 4 hôpitaux. Au CHU, au Centre hospitalier universitaire, à l'hôpital central de Yaoundé, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso et au CRACER, donc au centre de recherche en endoscopie, donc à côté de l'hôpital général. Donc au total, 4 hôpitaux font, n'est-ce pas, l'objet, sont les sites de stage de formation des résidents en gynécologie. Mais en troisième année, il y a en troisième année et en quatrième année, il y a des stages qu'on fait hors de la ville. Donc, généralement, on peut choisir un hôpital hors de la ville, pourvu que dans cet hôpital, il y ait un enseignant qui pourra, n'est-ce pas, suivre et valider le stage. OK. Donc, il y a une autre question de Zidane qui demande comment se passent les évaluations en résidence ou en internat. J'imagine cette question, le docteur Minka, elle peut nous apporter avec toute son expérience dans le résidence. Docteur Mayopa, vous pourrez peut-être éclaircir Zidane Ganjon sur les Alors, critères d'évaluation en il spécialité. faut dire que c'est pareil, que ça se superpose aux évaluations. En médecine générale, c'est une épreuve écrite généralement des QCM ou alors des questions à réponse ouverte. C'est un examen clinique, de cas clinique, où on va prendre une observation médicale et on discute devant un jury. Et c'est une épreuve de cas court, où on projette des images ou des dossiers médicaux à l'écran et il faut répondre. Donc, ça se superpose au procédé d'évaluation à partir de quatrième année. Voilà. OK, très bien. Donc, il y a un autre étudiant qui nous demande quel est l'objectif de l'internat finalement. Cette année, il demande si cette année, il n'y aura pas de concours, il demande s'il y aura le concours ou alors est-ce qu'il sera perturbé par la pandémie. J'imagine qu'il y a l'interne Dr Mayopa, oui, vous pouvez répondre à la question. Alors, je commence par la deuxième question. Est-ce qu'il y aura un concours cette année? Théoriquement, il y a des concours. Oui, il y aura un concours. L'arrêté est déjà disponible. Je crois que ça sera le 13 novembre. Il faudrait juste qu'il se rapproche peut-être du site du ministère de l'Enseignement supérieur. L'arrêté est déjà disponible. Le 13 novembre, il y aura un concours de spécialisation, d'entrée dans les écoles de spécialisation, cursus internat. Maintenant, quel est l'objectif de l'internat? Je vais faire court. C'est de former des médecins spécialistes au même titre que le résidence. Quand je faisais ma présentation, j'ai brossé un temps soit peu les différences qu'il y a dans la formation. C'est 5 ans, le résidence, c'est 4 ans. J'arrive pas à entendre là. Je ne sais pas si Dr quelqu'un d'autre a le Mika? même problème que moi. Non, Dr Mika, Il y on a une vous année écoute de, maintenant. On vous écoute maintenant. il y a une année de tronc commun. À la différence du résidence, il y a une année de tronc commun en médecine générale avant d'entrer dans la spécialité proprement dit et rejoindre le cursus résidence qui est de 4 ans. C'est la même formation, c'est les mêmes enseignants, c'est les mêmes objectifs. Peut-être qu'il y a une petite exigence sur les activités de recherche, mais que ce soit au résidence ou à l'internat, il est conseillé à l'apprenant de faire de la recherche. Donc, c'est en quelque sorte la même formation, sauf que vous avez l'opportunité d'entrer en résidence à l'internat directement après votre sixième année. Et pour le résidence, il faut faire 2 années d'expérience sur le terrain. C'est un choix. Ce n'est pas imposé. Vous avez le choix entre faire l'un ou l'autre. Donc, voilà. C'est OK. l'internat et le résidence, même formation en fin de compte. OK, très bien.
Donc, la même personne demande si à la fin de la quatrième année, il y a une soutenance. Le docteur Dorothée So, je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question. Oui, allô? Oui, un étudiant demande en fin de quatrième année de spécialisation, est-ce qu'il y a une soutenance? Oui, oui, bien sûr. Après, c'est comme pour le cycle de médecine générale. Comme après les 7 ans, il y a la soutenance également après les 4 années. Il y a également une soutenance du DES, diplôme d'études de spécialisation. Ok, très bien. Donc, l'étudiant riche, Ulrich, il demande est-ce que les résidents sont payés en cours de spécialisation? Si oui, combien? Et combien d'années dure une spécialisation de neurochirurgie? Docteur Minka, si vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît. Je me propose de répondre à la question puisqu'elle concerne un peu la chirurgie. Ok. Ah oui, Toutes oui, les, oui, allez-y. toutes les spécialités chirurgicales à la faculté de médecine et sciences médicales de Yaoundé 1 sont de 4 ans, 4 années s'il s'agit du résident et 5 années s'il s'agit de l'internat. Alors que ce soit neurochirurgie, orthopédie, urologie, c'est 4 ans. Pas plus, pas moins, 4 ans. Maintenant, si vous décidez de faire une sous-spécialité dans votre domaine, par sous-spécialité, je n'entends pas par sous-spécialité, par exemple, la chirurgie orthopédie. Vous êtes, par exemple, chirurgien orthopédiste diplômé de la faculté de médecine, vous décidez de faire une sous-spécialité dans les arthroplasties. Là, ce n'est pas au Cameroun, c'est ailleurs. Ça ne se fait pas ici. Peut-être que ça va vous demander 6 mois ou 1 an supplémentaire. Alors, est-ce que les résidents sont payés? Alors, il y a les résidents fonctionnaires. Alors, le statut de résident ne modifie pas le statut de fonctionnaire. Donc, vous avez votre salaire de fonctionnaire si vous êtes fonctionnaire. Si vous êtes dans le privé ou vous n'êtes pas payé par la fonction publique. Maintenant, les textes prévoient que les résidents et les internes sont considérés comme des attachés de recherche et d'enseignement. Et il y a des per diem que la faculté de médecine donne aux internes et aux internes à ce titre-là. Et après, certaines structures hospitalières payent les résidents et les internes selon les prestations qu'ils font, surtout les gars des quelques coûts pas. Vraiment, c'est. Alors, si vous devenez résident parce que vous espérez être payé, c'est le mauvais choix. Ou interne. Il n'y a pas une rémunération consistante. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, n'allez pas à l'internat ou au résident parce que vous espérez que de ce statut-là, vous serez payé. Dans les faits, c'est encore. Choses sont en train d'être mises en place, mais ce n'est pas encore ça. Voilà. Un étudiant demande, est-ce qu'un diplômé de nos facultés, s'il décide d'aller se spécialiser hors du Cameroun, à son retour, est-ce qu'il ne sera pas défavorisé par rapport à son collègue qui a suivi une formation au Cameroun? Docteur Dorothée? Oui, mais je n'ai pas envie Oui, de monopoliser la parole, j'ai répondu. oui, allez-y, parce qu'il y a un étudiant qui demande si est-ce que en faisant une spécialisation hors du Cameroun, après la soutenance dans nos facultés, est-ce qu'à son retour, il ne sera pas défavorisé par rapport à ses collègues qui sont restés? C'est une question qui est un peu trop large, à mon sens. Défavorisé sur quel point? Est-ce qu'au niveau de la rémunération, est-ce que c'est au niveau des connaissances acquises? Est-ce que c'est au niveau du social? C'est un peu, c'est une question qui est trop large de mon point de vue. Alors, la formation que nous avons au Cameroun et celle qu'il a à l'étranger n'impacte pas réellement sur le devenir quand on a lorsqu'on sort ici. Est-ce qu'il était du privé est-ce qu'il était fonctionnaire avant d'aller se spécialiser? S'il était du privé en revenant, il devra faire un concours. Pareil que ceux qui sont du privé et qui font le concours, font leur formation au Cameroun, lorsqu'ils sortent et qu'ils veulent devenir fonctionnaires, ils sont obligés de faire un concours. Alors, défavorisé parce qu'on est sorti, non. À moins de mal comprendre la question, je dirais non. C'est un choix. Si vous décidez d'aller vous former à l'étranger, vous pouvez revenir faire le concours d'intégration et travailler à la fonction publique ou alors travailler tout simplement au privé, postuler dans les universités. Alors, je vois mal en quoi se spécialiser à l'étranger ou au Cameroun serait challengeable de point de vue de faveur. Je comprends peut-être mal la question, mais voilà la réponse que j'ai à cette question. Ok, donc vous avez largement répondu. C'est vrai que l'étudiant est spécifié par rapport à l'intégration
à la fonction publique dans sa carrière, j'imagine. C'est pas bien Ah, précisé, d'accord. c'est pas bien formulé, mais Ah, d'accord. j'imagine, OK. il pose une Est-ce que question vous par rapport à pouvez faire le l'intégration dans la concours fonction publique. intégré? Nous vous écoutons, docteur Mayopa. Je clarifiais tout simplement que vous ayez été spécialisé à l'étranger ou au Cameroun. Si vous étiez du privé, lorsque vous reveniez, si vous voulez faire rejoindre le corps des fonctionnaires, vous faites le concours d'intégration, tout simplement. Peut-être pour certains pays, on vous demandera les équivalences au Cameroun. Je crois que la Chine, par exemple, et l'Ukraine, lorsqu'ils reviennent, ils doivent faire une équivalence. Mais en dehors de ça, la procédure reste la même. Vous faites le concours d'intégration. Si vous êtes reçu, vous devenez fonctionnaire, tout simplement. OK, très bien. Donc, il y a un autre étudiant qui aimerait savoir, concernant la cardiologie, comment se passe, cette question c'est pour le docteur Dorothée, médecine interne. Concernant la cardiologie, comment se passent les années de résidence, particulièrement, ou bien comme toute autre spécialité? Est-ce que c'est comme toute autre spécialité en médecine interne, parlant de la cardiologie? Est-ce qu'on peut faire des stages à l'étranger, notamment en France, Sénégal ou pays anglo-saxons, tout en étant résident au Cameroun? Oui, déjà, toutes les spécialités de médecine interne qui se font avec la médecine de Yaoundé, à partir de la 4e année, vous avez le choix. Vous pouvez faire le DFMS ou le phosphore. Le DFMS, c'est en France ou le phosphore en Belgique. C'est une sélection qui se fait à la faculté. Vous allez déposer un dossier qui va être étudié et vous avez donc ce choix de pouvoir terminer votre formation dans un de ces pays, dans un hôpital de votre choix. Actuellement, je crois qu'il y a 10 résidents de cardiologie, 11 résidents de cardiologie qui sont à l'extérieur, qui sont en train de terminer leur 4e année. Donc, c'est inclus dans la formation, c'est bien décrit. Si vous avez envie, vous partez, c'est pas obligé. Également, il y a ceux qui veulent finir toute leur formation ici avant de partir poursuivre après. Ok, très bien. Donc, un étudiant, Azel Youngi, aimerait savoir si les futurs diplômés de la faculté de médecine et même résidents seront intégrés directement. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle elles ne seront pas. Est-ce que c'est vrai? Docteur Dorothée? Oui, Oui, vous pouvez apporter un élément à cette réponse. L'élève aimerait savoir j'ai... si les futures promotions seront intégrées. Allô? Oui. Docteur Dorothée? Ah non, là, c'est Dr. Minka. Ah, d'accord. Nous vous avons à nouveau, docteur. Bienvenue. Bien, tout à Donc, l'heure, mais il y a un élève l'élève aimerait savoir si les futures promotions de résidents et d'étudiants en médecine, j'imagine, seront intégrées. OK. Pour ce qui est des résidents, déjà, en principe, ceux qui étaient fonctionnaires au moment du concours, en fait, sont déjà intégrés. Donc, la question pour eux ne se pose pas. Par contre, pour ce qui est des médecins généralistes, c'est autre chose. J'avoue qu'on n'a pas la rumeur concernant la non-intégration circule depuis plusieurs années. Jusqu'ici, heureusement, l'intégration se fait. Mais maintenant, est-ce que nous, on peut vous dire si ce sera le cas dans 5-10 ans? Ce n'est pas possible. Mais c'est vrai, c'est une rumeur qui est assez persistante depuis plusieurs années. Mais jusqu'à présent, ceux qui sont sortis ont été intégrés. Donc, à ce niveau, c'est pas vraiment de notre compétence, je vais dire. On n'est pas dans le secret des dieux, entre guillemets, pour pouvoir vous dire si ce sera le cas dans 2 ou 3 ans. Ok, très bien. Donc, il y a Ulrich David qui demande quelle est la différence entre interne et résident. Vous pouvez répondre, Dr. Minka. Dr. Minka? Oui, je vous suis. Oui. Quelle est la différence entre un interne et un résident? Alors, le résident, en fait, tel que c'est conçu maintenant, c'est-à-dire c'est un médecin généraliste qui a complètement terminé ses études de médecine générale, qui a présenté sa thèse, qui a achevé son cursus, qui a fait 2 ans sur le terrain
et qui revient maintenant se présenter en examen pour le concours des examens de pédiatrie. Les internes, si mes souvenirs sont exacts, en fait, ils ont le droit de postuler à la 6e année. Et donc, ils intègrent directement le cursus de spécialisation sans avoir d'abord soutenu leur thèse. Avant, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ensuite, je pense que pour des raisons pratiques, surtout en rapport avec leur prise en charge sur le plan salarial, on les encourage de plus en plus à soutenir leur thèse de doctorat, je crois, au moment de la première année d'internat. Mais la grosse différence, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils vont entrer en association beaucoup plus tôt. À la 6e, ils sont autorisés à postuler dès la 6e année. Par contre, les résidents, eux, ont terminé complètement le cursus de médecine générale. Ils ont fait 2 ans sur le terrain avant de revenir en spécialisation. Et je pense aussi que quand on montait l'internat, on avait en tête, en fait, d'avoir des gens qui allaient être canalisés beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement vers la carrière d'enseignant ou de chercheur. C'était un peu l'idée derrière l'internat, tel que ça a été conçu au départ. Donc, ce sont les principales différences. Je ne sais pas si les autres panélistes ont d'autres ajouts à faire sur la question. OK. Merci pour votre éclaircissement. Il y a un étudiant, Zidane Ganjon, qui demande si l'internat, sa question est très pertinente. Il dit, il y a des rumeurs qui circulent qui disent que l'internat n'a pas eu d'issue pour les étudiants qui y sont entrés. Et il aimerait savoir si un interne qui est présentement dans le cycle d'internat, qu'est-ce qu'il en pense? Je pense que le docteur Mayopa, il pourra répondre à cette question en tant qu'interne. Alors, j'ai mal reçu la question. La réception n'est pas bonne de mon côté. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? L'élève aimerait savoir si l'internat au Cameroun, sur lesquels des rumeurs circulent, disant que les étudiants qui ont effectué ce cycle n'ont pas eu d'issue, c'est-à-dire ils ne sont pas sortis. Alors, qu'est-ce que vous, qui êtes dans le cycle, vous pensez de cela? Est-ce que c'est vrai? Alors, ça reviendrait à, si j'analyse un peu la question, ça reviendrait à estimer que la centaine d'étudiants dans le cycle d'internat actuellement ne sont pas conscients, c'est des personnes égarées, c'est des personnes qui ne sont pas suffisamment sages pour remarquer qu'ils sont dans un circuit sans issue. Non, ce serait une insulte à trop de personnes. Donc, il faut comprendre que l'internat, dans sa mise en place, a eu beaucoup de comment dire, de soubresauts, de difficultés, ce qui fait qu'il y a eu un retard dans les premières promotions et qui a poussé à décourager beaucoup de personnes et a fini par donner une image au cursus de l'internat qui est celle d'un cursus sans issue. Bon, dans les faits, il n'en est rien, c'est pas ça. L'internat, au même titre que le résidence, c'est une voie de spécialisation, tout simplement. C'est les mêmes enseignants, c'est la même formation. C'est peut-être une différence que moi je note, c'est au niveau de la première année qui est le tronc commun. Une deuxième différence, c'est que vous pouvez y accéder à partir de la 6e année. Et en dehors de ça, croyez-moi, dans les faits, c'est la même chose. Alors, la première promotion, puisque le nœud du problème, c'est de voir les gens sortir de l'internat. La première promotion est censée soutenir cette année. Peut-être après ça, les gens seront peut-être plus sereins. Mais sinon, dire que l'internat est une voie sans issue, c'est une injure envers ceux qui sont dans ce circuit. Et je recommande un peu plus de prudence à la personne qui a posé la question. Non, la question de l'étudiant, c'était de confirmer ou d'infirmer les rumeurs. Il entend ces rumeurs et il est inquiet justement par rapport à cette voie. Je vous reçois mal. La question, c'était de? C'était de confirmer ou d'infirmer les rumeurs parce que c'est une rumeur qu'il a entendue et il aimerait que vous l'éclaircissiez. Non, alors, chaque fois qu'on a une rumeur, il faut avoir une approche analytique de la rumeur. Analyser cette rumeur, la plus petite analyse voudrait que si cette rumeur est vraie, ça sous-entendrait que ceux qui sont dans ce circuit sont des personnes égarées. Alors donc, je reviens à la réponse que je lui ai donnée. La rumeur, elle est fausse. Elle vient de la difficulté du démarrage du cursus de l'internat.
Et après cette année, peut-être que c'est une rumeur qui sera complètement enterrée en voyant peut-être la première promotion sortir. Voilà, je ne peux pas être celui qui va défendre le cursus de l'internat parce que je ne suis pas son concept. C'est pas moi qui l'ai conçu, c'est pas moi qui a monté le projet. Sinon, moi, je suis interne, je vis les réalités de l'internat au jour le jour. Je connais les difficultés, je connais les avantages et c'est ce que j'essaie d'apporter ici dans ce débat. Donc, je vous remercie. Ok, très bien. Donc, il y a un étudiant qui aimerait savoir si dans 10 ans, c'est-à-dire en 2027, puisqu'il y aura peu d'hôpitaux et beaucoup de médecins, est-ce que notre métier sera atteint? Est-ce qu'il sera négativement affecté? Docteur Dorothée, vous avez peut-être une réponse? Docteur Dorothée? Docteur Minka, vous m'écoutez? Oui, oui, j'écoute. Ok, C'est-à-dire, Docteur Minka, la oui. question c'est de savoir si dans 10 ans, notre métier, il souffrira négativement. Non, du tout. Je pense que, je ne sais pas s'il parle en termes de, je sais pas mal, de nombre de médecins par rapport à la population. Il y aura peu d'hôpitaux et il y aura peu d'hôpitaux et beaucoup de médecins. Non, sûrement pas. Le ratio actuellement est tellement négligeable, le ratio médecin pour population, c'est tellement négligeable. L'impression qu'on a en fait est liée simplement au fait que les gens ont l'habitude de se concentrer tout le temps sur les hôpitaux de Yaoundé et Douala. Et dans une certaine limite de Bafoussam. Donc là, on a cette impression d'embouteillage, mais je vous assure qu'ailleurs, il y a énormément d'hôpitaux, il n'y a pas de médecin. Je prends le simple exemple qu'à l'heure où on parle, dans toute la région de l'Est, par exemple, il y a un seul pédiatre qui vient d'y être affecté. Donc, ils ont passé près de 10 ans sans avoir de pédiatre. Et dans cette région, il y a beaucoup d'hôpitaux. Il y a un hôpital régional qui est fonctionnel, un hôpital général qui est en construction, beaucoup d'hôpitaux districts, des districts, des districts de santé, ainsi de suite. Donc, la demande reste importante. Simplement, je pense que pour X ou Y raisons, les gens se focalisent énormément. Certaines de ces raisons, je peux les comprendre. Mais le fait est qu'il y a une grosse partie des médecins formés qui se retrouvent drainés dans 2 ou 3 régions et puis les autres sont lésés. Donc, s'il faut vraiment respecter la carte sanitaire du Cameroun, non, il n'y aura absolument pas, même d'ici 30 ans, il n'y aura pas assez de médecins pour toute la population. Très bien. Donc, la prochaine question, elle s'adresse directement au docteur Mayopa. Comment gérez-vous la vie de famille quand vous êtes chirurgien? C'est une très bonne question, je suis en train de dire, parce que vous l'avez constaté dans ma présentation, je disais que le métier de chirurgien, c'est un métier à temps plein. Un interniste peut finir peut-être à 22 heures, mais un chirurgien, lorsqu'il y a une intervention chirurgicale urgente, le médecin généraliste qui est de garde lorsqu'il appelle et lui signale qu'il y a un patient qui est prêt pour être opéré, peu importe l'heure, lorsqu'il est dans sa semaine de chirurgie, le chirurgien se lève, que ce soit à 2 heures, à 1 heure du matin, et il vient, il opère. Donc, c'est un métier à temps plein, c'est un métier de 24 heures sur 24. Et effectivement, au niveau de la famille, ça peut être un peu difficile parce que le volet, la vie sociale et affective peut être directement affecté. Et ça implique que le chirurgien ou la chirurgienne doit s'entourer dans son milieu social et familial de personnes qui sont assez compréhensibles et qui devront le soutenir face à ce genre de situation. Le chirurgien empiète beaucoup sur la vie familiale. J'imagine qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui aspirent à devenir chirurgiens. C'est possible, il y en a beaucoup qui sont chirurgiens, des femmes chirurgiens, on en connaît, et de très bons chirurgiens. Mais il faut savoir que de l'autre côté de la balance, il y a cette disponibilité assez particulière qu'il faudra avoir. Donc oui, ça empiète sur la famille, mais ça se gère, ça se gère. Lorsque votre conjoint, lorsque vos enfants savent que vous êtes chirurgien, ils sont préparés, il faut les préparer à savoir que papa ou maman va souvent se lever à 2 heures du matin. Voilà. Ok.
Très bien. Donc, il y a l'étudiant Serge Dewa qui aimerait savoir comment, ça c'est une question qui s'adresse directement au docteur Dorothée So. Comment est-ce que l'infectiologue suit son cursus au Cameroun? Est-ce que cette spécialité est disponible au Cameroun, l'infectiologie? Non, moi, Sénateur Minka, j'avoue que je ne sais pas. Je ne peux parler que pour l'infectiologie pédiatrique. Je ne peux pas parler pour d'autres, pour l'infectiologie. Je suppose que l'étudiant pose la question en termes d'infectiologue adulte. Exact, médecine interne. Ouais. Je ne pense pas avoir entendu qu'il y ait cette sous-spécialisation parce que pour qu'il y ait une sous-spécialisation, il faut qu'il y ait déjà des maîtres de rang magistral qui puissent gérer en fait le cursus de celui qui choisit en fait cette option. Donc, de la même façon qu'on a des maîtres de rang magistraux en cardiologie, en pneumo, en gastro, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait en infectiologie. Ah donc, oui, le docteur Dorothée, elle est revenue. Je ne sais pas si elle nous écoute. Oui. Docteur Dorothée, vous nous écoutez? Oui, allô? Oui, il y a un étudiant qui aimerait Oui, je vous écoute. savoir. Il y a un étudiant qui aimerait savoir si la spécialité de médecine interne, sous-spécialité infectiologie, existe au Cameroun. Malheureusement, non. Pas Ok, encore. très bien. Pas encore, mais ce qui est proposé, c'est que vous fassiez 4 ans de médecine interne pure et vous pouvez aller continuer 2 ans d'infectiologie dans un pays étranger. Restez avec nous parce qu'il y a un autre étudiant qui aimerait savoir si la médecine du travail est faite au Cameroun. Bon, la médecine du travail est faite au Cameroun, mais c'est en école doctorale. D'accord. C'est une question de Laetitia Armel. Elle dit, vous pouvez répondre peut-être en anglais parce qu'elle a posé sa question en anglais. Je ne sais pas si ça dérange, mais si elle nous a écoutés, je ne sais pas si elle peut répondre, si elle comprend ou pas. Puisque vous adressez à elle, j'aimerais bien savoir si elle nous entend. Voilà. Okay. Elle a répondu oui. Vous pouvez aller, docteur Dorothée. D'accord. Donc, je disais que la médecine du travail n'est pas une spécialité de la médecine interne, mais la faculté de médecine a ouvert l'école doctorale où on forme en médecine du travail, en médecine du sport, et vous avez une formation de 2 ans. Donc, la pension annuelle est à 600 000. Vous pouvez faire la médecine du sport ou la médecine du travail déjà, mais c'est en école doctorale. Ce n'est pas dans le circuit du résidanat. L'école doctorale a les meilleurs programmes parce que vous n'avez pas l'obligation d'être… Bref, le programme est mieux, je pense, que le programme du résidanat parce que vous pouvez associer une activité autre à l'école. Très bien. Donc, il y a une question pour Dr Minka, à savoir quelles sont les organisations… C'est pas un résidanat qui va vraiment… C'est difficile de voir. Quelles sont les… Ah non, c'est bon, je vous écoute. On vous a perdu en fait. On vous a perdu à un moment donné. Mais ok. donc là, c'était une question de pédiatrie à l'adresse du docteur Minka. Quelles sont les organisations humanitaires qui sont orientées vers la pédiatrie? Alors, il y a pas mal d'organisations internationales orientées vers la pédiatrie. De façon générale, l'OMS a beaucoup d'activités en termes de pédiatrie, mais plus spécifiquement l'UNICEF intervient énormément en pédiatrie. Bon, c'est normal, ils sont focalisés sur les soins de l'enfant. Il y a également le Programme alimentaire mondial qui a des activités pour la pédiatrie aussi. Il y a le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement également, qui peut avoir des activités pour la pédiatrie. C'est essentiellement ça. Maintenant, il y a d'autres fondations telles qu'on connaît, les fondations Gavi ou alors la fondation Hilton aussi. Donc, si je peux les appeler comme les organisations internationales, ce sont elles qui ont principalement des activités en pédiatrie et qui offrent souvent soit des bourses de recherche, soit des possibilités de travail en tant que consultant pour des projets de mise en œuvre d'activités dans le but de réduire la mortalité infanto-juvénile dans tous les pays du monde et également au Cameroun en particulier. Donc, ce sont les principales organisations. Ok, très bien. Là, il y a un étudiant qui aimerait savoir s'il y a une possibilité de soutenir sa thèse de médecine générale en première année d'internat et de sortir officiellement comme médecin avec sa promotion.
Une réponse rapide, Dr. Mika. Une réponse rapide. Euh, c'est pas ce que j'ai vu faire en réalité. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, à la base, il n'était pas vraiment prévu. Il n'était pas réellement prévu qu'ils fassent ces soutenances-là. Mais même quand ils la font en général, je suis très embêtée avec ces questions-là. Ça dépend du délai dans lequel il a pu terminer en fait sa thèse. Tout simplement ça. C'est-à-dire que s'il a pu terminer dans sa thèse. Mais c'est possible. Non, c'est possible. S'il a pu terminer la thèse dans les mêmes délais que ses collègues, il n'y a absolument rien qui va l'empêcher, s'il a déjà soutenu cette thèse, qu'elle a été acceptée, de sortir au même moment que les autres. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit décalage dont les soutenances vont se faire un peu plus tard et puis peut-être qu'il va sortir avec la promo d'après ou alors dans un autre délai. Mais sinon, c'est possible si les calendriers concordent. Ok, très bien. Donc, il y a une autre question que le docteur Mayopa va répondre très rapidement. L'internat, peut-on le composer après la 7e année, c'est-à-dire après être sorti? Le docteur Mika, vous pouvez répondre à la question. Le docteur Mayopa n'est pas avec nous. Il ne nous écoute pas peut-être? Non, alors, il veut savoir s'il est possible de soutenir... Non, s'il est possible de composer le concours d'internat après sa sortie. Non, après la sortie, là, je pense que vous vous retrouvez dans la même situation que tous ceux qui vont devoir passer le résidenat. Le principe, même comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'entrer avant d'être sorti. Si vous êtes sorti complètement et que vous avez soutenu votre mémoire, votre thèse, pardon, dans ce cas, vous allez devoir travailler 2 ans. Ok, très bien. Il y a une question pour Dr. Dorothée. Est-ce que la spécialisation en neurologie existe? Cela prend combien de temps? Et est-ce que la spécialisation de neurochirurgie existe également? Ça, c'est une question du même étudiant, mais j'imagine que ce sera pour Dr. Mayopa. Donc, Dr. Dorothée, la spécialisation de neurologie, elle prend combien de temps? Est-ce qu'elle existe? Elle prend 4 ans. 4 ans, oui, elle existe. Elle prend 4 ans. Très bien. Et la spécialisation de neurochirurgie, Dr. Mayopa, je pense qu'il a déjà répondu. Et la neurochirurgie, elle prend 5 ans, si je ne me trompe pas, dans le cycle d'internat et 4 ans dans le cycle résidentiel. Oui, c'est ça. Donc, un étudiant aimerait savoir, est-ce que c'est obligé d'avoir au moins 2 années d'ancienneté sur le terrain avant d'intégrer le cycle des résidents, Dr. Dorothée? Heureusement, oui. C'est déjà très strict même à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes qui se sont vues refuser les autorisations de concourir l'année passée parce qu'elles n'avaient pas fait 2 ans. D'accord. Il y a... Docteur Tayem? Oui, Dr. Minka. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, si vous voulez ajouter quelque chose. En fait, c'est juste pour ajouter je ne sais pas si c'est une précision ou un bémol par rapport à ce que le docteur Sow a dit. Je suis très embêtée parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui trouvent le moyen de contourner d'une façon ou d'une autre. Mais je tiens à préciser à ceux qui ont l'envie de le faire, qu'il y a un contre-coup derrière. Les gens continuent à essayer de passer directement en résidenat juste après la sortie. Je dis bien en résidenat, au lieu de faire 2 ans. Et même pour la question de tout à l'heure, pour l'internat, il y en a qui contournent la règle de base et qui finissent quand même par concourir pour l'internat après être sortis. Mais le blocus, comme Dr. Sola dit, c'est que l'autorisation de concourir, en fait, soit on va l'exiger là quand ils vont entrer, ou alors on ne va pas l'exiger, ils vont terminer le cursus. Mais le problème va se poser parce que quand il va falloir avoir la mise en stage, l'autorisation de concourir définitive qui est donnée par le MINFOPRA et qui leur permet d'être reclassés par après comme spécialistes, là va leur être refusée. Donc, ils vont terminer la spécialisation, mais ils vont conserver le statut de généraliste parce qu'en fait, ils n'auront pas le papier d'autorisation de concourir délivré par le ministère de la fonction publique. C'est juste cette précision que je veux apporter. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont contourner, mais ça va les rattraper d'une façon ou d'une autre. Très bien. Très bien. Il y a l'étudiant Tidan qui aimerait savoir si est-ce que vous êtes obligé, est-ce que la médecine interne, déjà la spécialité de médecine interne fait 4 ans? Est-ce que vous êtes obligé de choisir un domaine de spécialité avant ou alors vous sautez interne? Docteur Dorothée? Déjà, vous n'êtes pas obligé de choisir une spécialité, comme je disais.
il y a des personnes qui choisissent de faire seulement la médecine interne. Donc, on fait 4 ans. On ne choisit pas la cardiologie ni autre sous-spécialité de médecine interne. Et on sort interniste après 4 années. OK, C'est un choix. très bien. Oui. Très bien. Le docteur Mayopa, est-ce qu'il nous écoute? Parce qu'il y a une question d'anesthésie-réanimation. Docteur Mayopa, il ne nous écoute pas. Docteur Dorothée, un étudiant aimerait savoir les modalités déjà, les avantages et les inconvénients de la spécialité d'anesthésie. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Bon, je ne vais pas beaucoup m'avancer, mais déjà, l'anesthésie appartient au département de chirurgie. Les modalités de concours sont les mêmes. Les places en moyenne, c'est 8 places pour le concours en moyenne. Maintenant, avantages et inconvénients, je pense que ce serait mieux qu'un anesthésiste réponde. Je ne peux pas prétendre, je ne pourrais pas prétendre répondre cette question pour. Non, je ne peux pas. OK, très bien. Je pense que docteur Mayopa, il n'est pas là. J'espère qu'on l'aura d'ici la fin pour qu'il nous éclaircisse sur certaines questions. Il y a une question de Laetitia Hamel. Elle aimerait savoir si elle était intéressée par la recherche, quelle spécialité clinique serait-il intéressant de faire? Est-ce que c'est bien de faire un master en santé publique ou en épidémiologie avant dans la spécialité ou de faire l'inverse? Docteur Dorothée, est-ce que c'est intéressant, si vous êtes intéressé par la recherche, de faire un master en santé publique avant de faire la spécialité ou l'inverse? Le conseil que moi je pourrais lui donner, ce serait de faire un master en santé publique parce que à la faculté de médecine, toujours, il y a l'école doctorale de santé publique. Il y a également la spécialisation de santé publique. Ce qui est vrai, c'est que dans la spécialisation de santé publique, vous allez faire 4 ans, mais on va toujours, vous aurez un programme parallèle avec ceux qui font santé publique en école doctorale. Mais plusieurs résidents qui font des spécialités, que ce soit la chirurgie, la médecine interne, la gynéco ou la pédiatrie même, font déjà des masters en santé publique. Donc, est-ce que ce serait intéressant de partir directement faire une spécialisation en santé publique? Je veux dire, perdre 4 années pour faire ça. Personnellement, je dirais, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Mon conseil serait d'aller directement faire un master, que ce soit en école doctorale à la faculté de médecine ou un master dans une autre faculté, mais ne pas choisir santé publique comme spécialisation. Je pense que, du moins c'est à la faculté de médecine, je pense que ce serait, je ne veux pas dire gâcher son temps, mais je pense qu'on peut on peut travailler en parallèle. Très bien. Il y a un étudiant, Berger Yumi, qui demande s'il y a une promotion d'interne qui est déjà sortie de la faculté de médecine. La réponse est non. La première promotion, elle sort cette année, si je ne me trompe pas. Docteur Oui, c'est ça. Dorothée. Donc, c'est ça, en principe, cette année. OK. Donc, un autre étudiant aimerait savoir aimerait savoir si la qualité de la formation au Cameroun est suffisamment bonne par rapport à celle qui est offerte en Afrique de l'Ouest. Docteur Dorothée, vous avez une réponse? Oui, je pense qu'on est bien formés. Je crois que nos camarades aussi qui sont en Afrique de l'Ouest, il y a toujours des avantages, des inconvénients dans chacune des formations qu'on a. Je pense qu'on est bien formé. Je dis ça sur la base du fait que lorsqu'on prend un résident, quelle que soit sa spécialité qui a été formée au Cameroun, lorsqu'on le met en terrain étranger, on sait que ce n'est pas des histoires qu'il va raconter. Bon, je crois qu'on est très bien formé, quelle que soit la spécialité. Très bien. Docteur Minka, j'ai une question. Oui, Allô? Mayopa, nous vous écoutons. Alors, j'ai rencontré quelques petits soucis techniques, mais je suis de retour. Je ne sais pas si entre-temps, il y a des questions qui me concernaient. Je crois que je crois qu'il y a une question, mais je vais la repérer à la fin et je vous en tiendrai au courant. Donc, cette question, il y a une question qui est adressée. Vous pouvez répondre à cette question, docteur Mayopa. Est-ce qu'il y a une différence entre les instituts de formation privée? Vraiment mal. Je ne sais pas si le problème vient de chez moi ou de chez vous, mais il y a beaucoup de... Vous me recevez bien, docteur Minka? Oui, je vous entends. Ok, très bien. Vous pouvez répondre à la question de cet étudiant qui aimerait savoir s'il y a une différence entre les instituts privés de formation médicale et les instituts publics en ce qui concerne le concours du résident. La rumeur est celle que les étudiants du privé peuvent passer le concours de résident sans faire 2 ans.
alors que les étudiants issus des facultés publiques sont obligés de faire les 2 années. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que dans les critères qui sont énumérés dans l'arrêté de concours, on spécifie d'avoir 2 ans de pratique. Mais c'est vrai que la nuance qui est apportée dans l'arrêté, en fait, effectivement, donne l'impression que cette condition, on dit quoi? On insiste pour cette condition, surtout pour les fonctionnaires, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le public. C'est l'impression que l'arrêté donne. Maintenant, j'avoue que pour cet aspect-là, je ne sais pas si on en tient compte pour ceux qui sont dans le privé. Parce qu'il y a un papier, en fait, qui est délivré par la fonction, par l'État du Cameroun, qui va certifier que vous avez travaillé, en fait, depuis 2 ans. Donc, j'admets que je pense que d'après les nuances de cet arrêté, ce n'est pas vraiment imposé à ceux qui travaillent dans le privé. C'est plus pour ceux qui sont dans le public. Ok, très bien. Alors, Donc, si oui, Dr Mayopa? si je puis me permettre d'apporter une contribution à cette question. Oui. Alors, c'est une expérience personnelle. Je connais pas mal de médecins issus du privé, non fonctionnaires, qui, ces 2 dernières années, ont essayé de passer le concours de spécialisation n'ayant pas fait 2 années sur le terrain. La plupart, dès l'inscription au concours, étaient dans la salle de litige. Il faut savoir que quand on passe le concours de spécialisation à la faculté de médecine, il y a une salle spéciale qu'on appelle la salle de litige et ça concerne toutes les personnes pour lesquelles il y a eu des irrégularités dans le dossier d'inscription au concours. Et à la fin, tout simplement, toutes ces personnes n'ont pas passé le concours. Donc, c'est des choses qui étaient peut-être tolérées, qui étaient acceptées avant, mais de plus en plus, lorsque vous n'avez pas fait 2 années sur le terrain et que vous voulez faire le concours de résidenat, c'est pas possible. Ça ne se fait plus. Ok. Ça, c'est Très des bien. expériences personnelles, c'est des vécus personnels. Ok. Vous pouvez répondre très rapidement à la question d'un étudiant qui aimerait savoir si en fin de formation, il y a une différence entre un interne et un résident. Je pense que la réponse, vous pouvez répondre, Dr Mayopa? Ouf, on en finira pas avec ce débat. Non, mais si Non. c'est une réponse très courte, une phrase. Est-ce qu'il y a Non. une différence Je en dirais fin de non. formation? Tous les deux ont le DES, diplôme d'études spécialisées, sauf que l'interne a un titre. C'est juste un titre en réalité, le titre d'ancien interne des hôpitaux. Tout ça, c'est des textes. C'est des textes, mais la qualité de la formation, elle est la même. J'insiste dessus. Lorsqu'on rentre dans un cursus de spécialisation, on part pour se former. On ne part pas pour avoir un papier différent. C'est d'abord la formation. Toujours est-il que le patient ne verra pas le diplôme, il verra la formation, il verra les compétences que vous aurez. Donc, c'est la même formation. À la fin, vous avez presque le même diplôme. Donc, vous avez les mêmes opportunités, tout simplement. Ok, très bien. Et il y a un étudiant qui aimerait savoir s'il est possible de composer le concours d'interne après avoir fait, bien qu'il soit camerounais, après avoir fait sa médecine à l'étranger. Alors, est-ce qu'il est possible de composer le concours? Je vous ai mal. Le concours d'internat en tant que Camerounais ayant effectué ses études de médecine à l'étranger. Après avoir soutenu. Là, c'est pas précisé, mais j'imagine après avoir soutenu, oui. Alors, dans le texte, ça dit que le concours est ouvert à tout étudiant à partir de la 6e année à toute personne ayant passé l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique. Alors, sur le terrain, j'aimerais apporter une petite précision. Sur le terrain, il y a des médecins généralistes ayant déjà eu leur diplôme qui ont composé le concours. La seule restriction, à mon avis, quand j'analyse les textes, c'est l'âge, c'est 28 ans. C'est 28 ans. Donc, même si vous êtes déjà médecin généraliste, vous pouvez composer le concours. Il y en a beaucoup. Donc, c'est possible, oui. Avec votre diplôme de médecin généraliste, vous pouvez composer le concours de l'internat si vous avez moins de 28 ans. Ok. Vous pouvez juste enchaîner sur cette question qui est sur le même sujet. Est-ce qu'il y a des modalités spécifiques pour faire cet examen si vous avez fait vos études à l'étranger? Il y a des modalités. Je vous reçois mal. Il y a des modalités spécifiques, pourquoi? Est-ce qu'il y a des modalités spécifiques si vous avez effectué votre cursus médical à l'étranger pour faire le concours d'interne ou de résident? Alors là, je n'ai pas d'expérience. J'aime répondre aux questions avec des expériences pratiques, des expériences vécues. Je n'ai pas d'expérience à l'heure actuelle d'une personne qui a fait
cursus à l'étranger et qui est revenu faire le cursus d'internat. Mais par contre, le résident, oui, il y a même des étrangers qui viennent se spécialiser au Cameroun. J'ai connu un colonel tchadien qui faisait sa spécialité en ORL. Et maintenant, un Camerounais qui a fait sa formation à l'extérieur et qui vient faire le concours d'internat, je n'en connais pas. Si je superpose cela un peu au système de la Côte d'Ivoire, il faut avoir fait sa médecine générale à la faculté de médecine d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, pour pouvoir accéder au cursus d'internat. Les étrangers, ceux qui ont fait leur faculté de médecine ailleurs, n'y ont pas accès. Alors, au Cameroun, je n'ai pas d'expérience. Je ne peux pas conclure en disant oui ou non. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un autre membre du panel qui peut apporter un élément de réponse? Est-ce qu'il y a juste des modalités spécifiques? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont demandées, qui ne sont pas demandées aux Camerounais qui ont effectué des études au Cameroun, par exemple? Et il y a Kwame Ulrich qui aimerait savoir si l'interne a-t-il plus de chances d'être recruté dans des universités par rapport aux résidents? Oui, docteur Dorothée. Un étudiant aimerait savoir s'il y a plus d'avantages pour un interne d'intégrer le cursus, l'enseignement universitaire par rapport à un résident. Je ne pense pas que c'est vraiment un facteur chance, hein. Ceux qui ont fait la faculté de médecine savent que les critères de recrutement sont bien définis. Donc maintenant, que vous soyez interne ou résident, si vous répondez aux critères, je crois que vous serez recruté, si c'est votre rêve d'enseigner. D'accord. Dans un cursus comme l'autre n'apporte pas un avantage particulier. Non, pas à ma connaissance en tout cas. Ok, très bien. Donc, Inès Obolo aimerait savoir comment faire pour obtenir un diplôme universitaire en tant qu'étudiant en médecine ou médecin généraliste. Je ne sais pas pourquoi elle a posé cette question, mais vous pouvez répondre, docteur Dorothée. Comment faire en tant qu'étudiant en médecine ou médecin généraliste, comment faire pour obtenir un diplôme universitaire? Lequel diplôme? Un diplôme, j'imagine, elle parle d'un DIU ou un DU. Est-ce que c'est déjà possible? Bon, c'est vrai que ça fait, à ma connaissance, je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'on lance plus les DU à faculté de médecine. Sauf si je me trompe. Mais à une époque, il y avait vraiment des DU, mais à ma connaissance, il n'y en a plus. C'est l'école doctorale qui a pris le relais depuis quelques années. À ma connaissance, je précise. Ok, très bien. Il y a Inès Kambou qui aimerait savoir s'il y a une spécialisation en médecine en santé publique au Cameroun. La réponse est oui, ça a déjà été dit. Oui. Est-ce qu'il y a une spécialité appelée médecine interne? Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à celle-ci? C'est une question à plusieurs volets. Est-ce qu'il y a une spécialité appelée médecine interne? C'est oui. Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, est-ce qu'elle existe dans l'internat? Est-ce qu'il y a une différence entre un interniste et un interne? J'imagine, si elle a suivi tout, j'imagine que vous pouvez apporter un élément de réponse sur la médecine interne en internat. Oui, la différence entre un interniste et un interne, c'est que l'interniste, on appelle interniste celui qui a fait la spécialité de médecine interne. Pourtant, l'interne, c'est ce qui je ne veux pas dire qui s'oppose. L'interne, c'est un cycle de formation d'internat, comme il y a le cycle de spécialisation du résidenat. Que ce soit à l'internat, que ce soit au résidenat, il y a la spécialité même qu'on appelle la médecine interne. Donc, un interne, cela dépend du cycle de spécialisation qu'il choisit, qui est l'internat. Et un interniste, c'est la spécialité qui a été choisie, qui est la médecine interne. Donc, quelqu'un peut être un interniste interne ou un résident interne ou un résident interniste, pardon. Exact. Je pense que la personne vous a très bien écouté. Donc, et là, il y a deux dernières questions. La première, c'est de savoir comment intégrer l'armée après sa formation médicale. Comment ça se passe, la spécialisation et l'intégration dans l'armée et quelles sont les modalités? Un membre du panel peut prendre la parole s'il en a une expérience. Pour l'armée, il y a... Ouais, docteur Dorothée, on vous écoute. Oui, pour l'armée, il y a les places spéciales. Et c'est l'armée qui présente d'abord son candidat en fonction du besoin. De la spécialité, ils ont un besoin, ils présentent le candidat, il y a les places spéciales armées. Si vous consultez les résultats, vous allez voir candidats de l'armée qui sont présentés. Très bien. Et un étudiant qui va savoir si... Oui, docteur... Allô? Oui, docteur Bildi, on vous écoute. Oui.
Oui, bonsoir. Je vais me permettre d'apporter quelques éléments de réponse par Oui, rapport à la question concernant l'armée, si vous le permettez, bien sûr. allez-y, allez-y. Euh, Très rapidement, très ok. rapidement. Con- oui, 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 oui. Concernant l'armée, pour l'entrée en première année de la formation des études médicales, ou bien comme le docteur Dorothée l'a bien dit, l'armée a un nombre de candidats qu'il envoie. Mais pour la spécialisation, c'est possible pour les médecins spécialistes de faire des concours pour entrer dans l'armée avec leur diplôme de spécialiste. Donc, au travers de l'EMIA, dans l'école militaire interarmée. Donc, il y a de cela 3-4 ans, les étudiants en médecine avaient aussi accès. Mais depuis 3 ans, l'armée ne recrute pas les étudiants en médecine. Donc, les médecins déjà formés, les spécialistes, ou leurs candidats qu'ils envoient en formation médicale. Ok, merci. Ok, très bien. Docteur Bildi, vous pouvez répondre aussi à cette question rapidement. Ah, est-ce que les 2 années qui sont exigées pour faire le concours de résident sont 2 années après la sortie à l'école de médecine ou alors 2 années dans la fonction publique? Est-ce que quelqu'un peut apporter un élément de réponse? Docteur Bildi? Ok, oui, ok, les 2 années, c'est à partir, pour celui qui est fonctionnaire, c'est à partir de la date de la prise de service collective. Donc, c'est à partir de cette date qu'on compte le nombre d'années. Donc, pour celui qui a passé le concours d'intégration en tant que médecin, donc après avoir passé ce concours, il prendra service et c'est à compter de la prise de service qu'on comptera. Donc, quel que soit le nombre d'années qu'il a fait en tant que généraliste avant d'être intégré, ça ne sera pas pris en compte. Donc, c'est à partir de la date de prise de service à la fonction publique qu'on compte ce nombre d'années-là. Ok. Là, la dernière question, Docteur Bildi, si vous pouvez répondre, est-ce qu'on peut faire la spécialisation en même temps que l'école doctorale? Docteur Oui, Bildi? oui, oui, oui. Comme le docteur, oui, comme le docteur Dorothée l'avait rappelé tout à l'heure, beaucoup font des études en parallèle, c'est-à-dire faire une spécialité clinique, en même temps s'inscrire à l'école doctorale. Beaucoup le font en parallèle. C'est possible, c'est possible. Sauf si je me trompe, sauf s'il y a un autre élément de réponse à ce sujet. Mais j'ai eu beaucoup d'expérience, beaucoup de gens le font en parallèle. Donc là, il s'agissait de la dernière question. Euh, J'espère que... est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'un panéliste aimerait ajouter par rapport à cette question? Par rapport à ces questions? Non, je ne crois pas. Donc, nous arrivons donc à la fin de notre atelier qui concernait les spécialisations au Cameroun. Nous tenons à rappeler que Medical Mind organisera une autre session sur les spécialisations à l'étranger, dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Et le panel, il vous sera communiqué plus tard par les canaux médiatiques que vous connaissez d'habitude. Donc, sur, 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 sur le compte de, pour le compte de Medical Mind, je souhaiterais vous dire bonne chance et surtout bonne carrière médicale. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, grand frère. À vous aussi, bonne chance et beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Merci. Merci.